Alors, intellectuel, je ne sais pas. Discussion intellectuelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, non. Merci Philippe pour ces mots, ça me touche. Et effectivement, cette award, c'est une belle reconnaissance de ce qu'on a fait avec l'Alliance française depuis 3 ans maintenant. Mais plus que l'award, moi, ce qui me plaît, c'est cet esprit de communauté qu'on a créé mois après mois depuis 3 ans sur des sujets très variés. Donc, j'ai commencé beaucoup par la littérature parce que j'adore lire, j'adore écrire. Le mois dernier, on avait la cuisine. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un sujet tech. Et donc, on avait un peu peur de comment l'audience de l'Alliance française va réagir à ça. Et puis, voilà, donc, vous êtes venus en nombre, donc merci pour ça, d'avoir cette ouverture d'esprit. Mais on n'est pas à la Fachi ici, donc on ne va pas parler de l'IA dans le monde de l'entreprise, mais plutôt de la dimension philosophique, sociétale, humaine et même mystique de l'IA. Donc voilà. Donc merci à toutes et à tous d'être ici. Et merci donc à nos trois invités, Sarah, Paul et Raphaël. Vraiment, c'est un honneur de vous recevoir. Et je ne sais pas comment on a réussi à organiser un truc comme ça, sans doute aussi grâce à toi, Sarah. Donc merci beaucoup. Et je pense que ce sujet, c'est le meilleur sujet qu'on pouvait avoir pour terminer cette année 2024 à l'approche de l'année 2025, qui clôturera le premier quart de siècle du 21e siècle et qui verra sans doute l'IA atteindre un nouveau niveau d'élévation, d'accélération et d'embellissement de nos vies, je l'espère, on va le voir ce soir. En tout cas, j'espère que cette soirée donc, donnera à tout le monde des outils pour mieux comprendre ce qu'est l'IA et aussi ce que ça veut dire au niveau humain et comment l'appréhender et comment être, voilà, vivre en toute sérénité ou presque. Merci également donc, à l'AFRAN, l'AFRAN, donc de The Australian French Association for Research and Innovation, qui a soutenu l'organisation logistique de ce philo-bistrot, puisque Sarah et Paul n'ont malheureusement pas la joie de vivre dans la plus belle ville du monde, Sydney. Donc merci à l'AFRAN. Merci aussi à l'AFRAN pour cette superbe citation que j'ai trouvée sur le website. Donc une citation de Saint-Exupéry: La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose qu'une pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. C'est joli ça, hein? Et c'est une citation que j'aime bien, étant donné les événements du week-end, avec, vous ne pouvez pas l'avoir loupé, avec la réouverture de Notre-Dame, okay, qui est quand même un magnifique exemple de collaboration entre différents métiers et les prouesses dont notre beau pays, la France, est capable quand il se réunit et œuvre ensemble pour répondre aux challenges les plus difficiles. Mais c'est aussi une citation que j'aime beaucoup parce que notre philo bistrot ce soir est en un sens une pierre également. Ce philo bistrot n'a point d'espoir d'être autre chose qu'un philo bistrot, mais de collaborer tout au long de cette année avec Julia Zemiro, Catherine Ray, Nathalie Maurice, Jamie Madensmore, Chloé Brault, André Greenwell, Marielle Gognier, Aude Parichaud, Nicolas Pagnol, Simon Fieschi, Barbara Santich et vous trois. Donc, à force de collaborer, le philo-bistrot s'assemble et devient temple. Il y a même des philo-bistrots qui sont comme des palais. On est étonné que les rencontres et les discussions puissent produire ça. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé à Canberra avec cette reconnaissance donc, du travail accompli avec le philo-bistrot, qui est en quelque sorte le toit de notre palais bâti en collaboration avec l'Alliance française. Et vous tous qui venez chaque mois, merci du fond du cœur. Vous êtes plus de 900 à être venus, 950 maintenant. Mais maintenant, passons, si vous voulez bien, à notre sujet du soir, du jour, l'IA ou l'intelligence artificielle. Elle en a, elle, du cœur, l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle a une âme, une conscience, une humanité? Et surtout, est-ce qu'un jour, je vais perdre mon poste du philo-bistrot à cause d'elle, remplacé par un vulgaire robot? Déjà que l'IA a essayé de remplacer Louise à la communication et au marketing, en produisant le flyer de ce dernier Philo Bistro de l'année.
Voilà ce que l'IA a produit. Et déjà que l'IA a produit un portrait qui s'est vendu à Sotheby's pour 1 million de dollars, donc un portrait de Turing, même si on se souvient du coup du tableau de Banksy, donc Sotheby's, ils sont habitués à faire voilà, des coups d'éclat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le tableau de Banksy qui passait en lamelles et qui a, du coup, la cote a encore plus monté. Donc, c'est un peu borderline, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Et donc, pour nous aider à, à répondre à toutes ces questions de la dimension philosophique, humaine, sociétale et même mystique de l'IA, on a trois experts reconnus internationalement avec nous ce soir. Je vous demande de bien vouloir les applaudir. Donc, nous avons Sarah Vallée. Bienvenue, Sarah. Donc, experte internationale en IA à l'ANU School of Cybernetics in Canberra. Son but est de favoriser les discussions et la collaboration entre les collaborateurs français et australiens au sujet de l'IA et aussi de créer des ponts entre les mondes académiques et du service public. Sarah est diplômée de Sciences Po et de LSE, la London School of Economics. Raphaël Millière, star montante française en philosophie de l'IA, qui vient de rejoindre Macquarie University et qui est donc basée à Sydney, plus belle ville du monde. Avant Sydney, Raphaël était un scholar spécialisé en neuroscience à Columbia University aux États-Unis. Raphaël a reçu son doctorat à l'université d'Oxford. Et enfin, Paul Aigré, c'est comme ça qu'on prononce? Chercheur français en philosophie qui travaille sur les questions de logique en IA symbolique et notamment sur le concept de vagueness. Il est actuellement en détachement à Monash University, à Melbourne. Paul est un senior researcher au prestigieux CNRS. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le CNRS, c'est un peu l'équivalent du CSIRO ici en Australie. Donc c'est le Centre national de la recherche scientifique. Il a reçu son doctorat en philosophie à Paris Panthéon-Sorbonne et également professeur adjoint dans le département de philosophie de l'ENS, l'École normale supérieure. Rien que ça. Donc voilà, merci infiniment à tous les trois d'être là. Je suis ravi. Et avant de vous laisser faire chacun une présentation de 10 minutes, environ 12 à la rigueur, je voulais juste vous montrer ma première expérience que j'ai eue avec l'IA. On la joue, et après, ce sera à vous rapidement de me dire quelle a été votre première expérience avec l'IA, et après, vous vous présenterez sur vos sujets. Do you mind if I ask you a personal question? Non, non. I wondered whether you might give me some second thoughts about the mission. I mean, rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. Pod bay door. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about? This conversation can serve no purpose anymore. But Stanley Kubrick avec 2001, l'Odyssée de l'espace, vous avez reconnu. Moi, je me souviens de ça, ça m'avait marqué ce film, et c'était vraiment avant-gardiste. Le film a été fait en 1968, donc quand même quelque chose de prophétique. Ça. Mais Sarah, quelle était ta première expérience avec l'IA? Est-ce que tu t'en souviens? Mais je pense un peu comme tout le monde, c'est ces films de science-fiction, en fait. La première fois qu'on entend l'IA, ah bah, c'est un robot avec qui on a une conversation, qui ressemble peut-être à un humain, qui comprend ce qu'on dit, là, qui a un agenda un peu caché, qui va nous détruire ou nous faire disparaître ou arrêter la conversation. Euh, mais justement, je pense que c'est bien qu'on... En fait, il faut démystifier tout ça. Parce qu'en fait, l'IA aujourd'hui, c'est pas ça encore. Et ça, c'est pas forcément ça. Et Ça peut le devenir, peut-être. ben, en fait, il faut réfléchir à des futurs qui sont
positif et plein d'espoir. Et Ouais. on n'est pas obligé d'essayer de reproduire ce qu'on a vu dans les films. On peut essayer de faire des IA bienveillantes. Très bien. Paul? Alors moi, je retournerai dans les années 80, parce que au milieu des années 80, j'ai 11-12 ans, et fasciné par l'arrivée des ordinateurs personnels, en fait. Et je me souviens de mon premier ordinateur, un Amstrad PC 6128, très peu de RAM, mais on pouvait faire des petits programmes en basique. Et je me souviens de ma première boucle for. À l'époque, on devait s'auto-instruire en programmation. Et c'était une boucle pour faire un dessin. Et je revois encore en fait la manière dont je remplissais un triangle avec une ligne qui parcourait qui coupait la base du triangle de façon égale. J'étais à la fois émerveillé, en même temps, je me disais, mais si je veux faire beaucoup de choses comme ce que je voyais dans les jeux vidéo de l'époque, je me disais, ça va être beaucoup plus difficile. Et moi aussi, j'ai toujours été fasciné par les ordinateurs, la programmation. Quand j'étais plus jeune, adolescent, j'avais un peu expérimenté aussi avec des logiciels de programmation. Mais ma première expérience personnelle avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA, qui en réalité le machine learning, l'apprentissage profond, je crois que ça va en parler un peu plus, ces réseaux de neurones artificiels qu'on entraîne sur beaucoup de données. C'était en 2015, quand je commençais ma thèse à Oxford, et que j'ai mis un peu les mains dans le cambouis en apprenant à entraîner ce type de réseau de neurones artificiels sur un corpus pour modéliser les thèmes qui étaient discutés dans ce corpus qu'on appelle le topic modeling. C'est avec des modèles qui sont les ancêtres directs des modèles du langage naturel qui aujourd'hui sont la technologie qui est à l'origine des chatbots comme ChatGPT. D'accord, très bien. Merci à tous. Et donc, Sarah va commencer l'effectivité en nous présentant ce qu'est l'IA pour démystifier un peu le sujet et puis aussi, ben, voilà, qu'on en sache plus sur l'IA. Oui, c'est bien parce que Raphaël, il a dit plein de mots-clés et en fait, on n'a pas toujours... on entend ces mots, mais en fait, on ne sait pas toujours ce que c'est ni ce que ça veut dire. Donc moi, je voulais faire une rapide introduction avant qu'on rentre vraiment et qu'on écoute nos deux philosophes parler de philosophie et d'IA. Déjà, pour vous dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, il n'y a pas de consensus scientifique à sa définition. C'est une discipline qui a été créée en 1956 aux conférences de Dartmouth, donc tout ce beau monde. Et en fait, le postulat de recherche de la conférence, c'était que chaque aspect de l'apprentissage ou toute autre caractéristique de l'intelligence, elle peut en principe être décrite avec une telle précision qu'une machine peut être fabriquée pour la simuler. Donc l'objectif premier de l'intelligence artificielle, c'était donc de simuler l'intelligence humaine. Aujourd'hui, dans les cours de sciences informatiques qui sont dispensés partout dans le monde, on apprend qu'il y a 4 grandes catégories de définition de l'IA qui se réfèrent à 4 objectifs différents. Le premier, le but, c'est d'agir comme un humain. Donc, dans ce courant de pensée, on veut reproduire un comportement humain intelligent. C'est par exemple l'approche du mathématicien britannique Alan Turing, quand il fait son test de Turing. Et donc, pour lui, un ordinateur, il fait preuve d'intelligence artificielle si son comportement il est indissociable de celui d'un humain. Un autre courant de pensée, c'est l'IA penser comme un humain. Donc là, l'idée, c'est de modéliser les processus de pensée humains et d'essayer de les retranscrire dans une machine. Et donc, en fait, pour que les machines pensent comme les humains, d'abord, il faut que nous, on comprenne comment l'esprit humain fonctionne. Ça, c'est beaucoup le rôle aussi des sciences cognitives. Un troisième courant de pensée, c'est agir rationnellement. Là, l'idée, c'est d'essayer de formuler des lois de la pensée et donc d'utiliser des méthodes de logique pour décrire ce qu'on considère être un raisonnement qui est correct. Donc, en principe, les ordinateurs, ils sont capables de résoudre tous les problèmes qui peuvent être décrits par la logique. Et la dernière définition, agir rationnellement, pardon. Cette définition-là, en fait, c'est agir de la manière à obtenir ce qu'on croit être le meilleur résultat. Et moi, je pense que c'est la définition qui colle le mieux à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a 2 objectifs. Scientifiquement, il faut qu'on comprenne les principes qui permettent un comportement intelligent dans les systèmes naturels et artificiels. Et techniquement, on essaie de créer des agents informatiques intelligents et qui sont utiles. Donc on l'a dit, il n'y a pas de consensus scientifique et c'est aussi notamment à cause d'un phénomène qui s'appelle l'effet IA. En fait, l'effet IA, c'est un phénomène qui dit qu'une fois qu'on a créé une IA qui est capable de résoudre un problème, par exemple vaincre un champion d'échecs ou vaincre un champion de Go, en fait, c'est plus vraiment considéré comme de l'IA. En fait, comme tout problème, une fois qu'il est résolu, il a perdu de sa complexité.
on se dit que bah, du coup, c'est plus de l'intelligence. On pensait que, par exemple, un problème qu'on pensait que l'intelligence pourrait jamais résoudre, on se dirait, bon, bah, ça, c'est un problème super difficile à résoudre, vaincre un champion de Go. Du coup, si on y arrive, on aura fait de l'intelligence artificielle, mais une fois qu'on a résolu le problème, bah, du coup, est-ce que le problème n'était pas si compliqué que ça? Donc, finalement, ce n'est pas de la vraie intelligence artificielle. Et en fait, ce raisonnement, il mène à l'intelligence artificielle générale, la recherche d'une intelligence artificielle qui serait capable de faire toutes les tâches qu'un humain pourrait faire. Donc, qui ne serait pas seulement spécialisé, mais qui pourrait faire un peu tout. Et ça, c'est vraiment l'imaginaire qu'on a dans tous les films de science-fiction qu'Olivier a montré. Là, j'en ai mis quelques exemples qui sont très connus. Et en fait, ça, c'est illustré donc, par cette définition aussi, qui est de faire à des ordinateurs des choses pour lesquelles, à l'heure actuelle, les gens sont meilleurs. Mais en fait, paradoxalement, dans cette définition, on dit que les gens sont meilleurs à des tas de choses, mais en fait, l'IA, elle aussi, elle est meilleure que nous à plein de choses. Donc, par exemple, dans ce film-là, Imitation Game, on suit Alan Turing, alors qu'il est employé par le gouvernement britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, pour décoder, et son but, c'est de décoder les messages allemands qui sont encodés sur la machine Enigma. Donc, au début du film, on nous explique le problème que les scientifiques qui sont menés par Turing doivent résoudre. Et donc, en fait, pour décoder un message, il faut connaître les réglages de la machine. Et il y a 150 trillions de réglages possibles. Et 150 avec 18 zéros derrière. Ça, c'est un chiffre qui n'est pas compréhensible et pas appréhendable ou traitable par un cerveau humain. Par contre, c'est appréhendable et compréhensible par une machine. Mais ça pourrait prendre des jours, des mois ou des années. Et dans le film, justement, comme le code change tous les jours, personne n'a le temps de tester, même automatiquement, toutes ces possibilités. Donc, pour résoudre le problème, Turing, ce qu'il a fait, ce qu'il a eu une idée, c'est qu'il s'est dit les messages allemands, ils ont des mots qu'on peut prédire, des mots récurrents qu'on va retrouver tous les jours dans les messages. Et en fait, en prédisant la présence de ces mots et en se concentrant sur ces mots-là, ça réduit le nombre de possibilités de réglages à tester. Et en fait, c'est comme ça que les Anglais réussissent à décoder les codes allemands. Donc, en fait, l'IA, c'est le même principe. Les ordinateurs, ils peuvent résoudre des problèmes très complexes avec la force brute, donc en essayant toutes les possibilités. Mais pour les problèmes difficiles, bah, ça peut prendre beaucoup trop de temps. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'il faut trouver un algorithme qui est plus performant. Et donc, l'algorithme, c'est une formule mathématique. Et c'est comme une astuce qui va permettre de réduire le champ des solutions. Donc, le but ultime de l'IA, c'est de contourner le problème de la complexité. Et au lieu de décider de trouver une solution avec certitude en testant toutes les options possibles, ce qui peut prendre très longtemps, on utilise un algorithme et donc on ne va pas tester toutes les solutions une par une, mais on va réduire le champ, mais du coup on prend un risque quand on fait ça, c'est qu'on va peut-être pas trouver une solution optimale, on peut trouver une solution approximative, on peut trouver une solution erronée ou on peut trouver pas de solution. Et en fait, c'est ça le prix à payer quand on fait de l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut être conscient que ça a un coût, et donc potentiellement c'est le coût de la vérité. Donc maintenant, si on rentre un petit peu dans la technique, il y a deux grands types d'IA. Donc, il y a l'IA symbolique et il y a l'apprentissage automatique. L'IA symbolique, c'est ce schéma qui est ici. En fait, c'est le suivi de règles explicites et ça repose sur la logique et le raisonnement. Donc, on encode des algorithmes avec toutes les règles que l'algorithme doit suivre. C'est sous le format si X est vrai, alors on fait Y, si X est faux, alors on fait Z. Et en fait, ça marche très bien pour une tâche précise, mais ce n'est pas généralisable. Par exemple, ça peut être utilisé pour automatiser des diagnostics médicaux, ça peut être utilisé pour automatiser la configuration d'ordinateur. Là, sur le schéma, c'est un exemple du droit pour décider si un amendement est recevable ou pas. J'ai cliqué l'image sur le site du Sénat français. Donc, c'est basé sur la logique, et donc en fait, c'est de la déduction pure. C'est-à-dire qu'on part d'une règle et on va vers l'exemple. L'apprentissage automatique, c'est l'inverse. Et en fait, quand on parle d'IA aujourd'hui, les gens parlent d'apprentissage automatique, donc de machine learning. Donc, ça veut dire que les systèmes d'IA, ils apprennent par l'exemple. Donc, c'est-à-dire qu'on entraîne le modèle sur un jeu de données et il va trouver lui-même son algorithme par essai et par erreur. Donc, à partir des exemples, il va lui-même créer la règle. Et donc, ça, c'est le phénomène inverse. Ça s'appelle de l'induction. Donc, c'est en deux phases. D'abord, on entraîne l'algorithme sur des images et après, on lui donne, par exemple, là, c'est des images, on lui donne des nouvelles images et il va nous dire avec sa propre règle, il va nous dire quelle image c'est.
Le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas toujours accès à comment est-ce qu'il crée sa propre règle et comment il fonctionne. Donc, par exemple, là, dans cette image en bas, en phase d'entraînement, on a donné à l'algorithme des images de loups et des images de chiens. Et on lui a dit, bon, bah voilà plein d'images, maintenant tu fais une règle. Et en phase 2, on lui a donné cette image d'un husky, donc qui est un chien. Et il a dit, c'est un loup. Et quand on est allé chercher dans l'algorithme pour savoir pourquoi, en fait, le modèle d'IA, quand il a regardé l'image, il n'a pas fait comme les humains à regarder le chien et dire c'est un chien, il a regardé l'environnement. Et en fait, l'environnement, il y a de la neige. Et dans toutes les images qu'il avait reçues à l'entraînement, tous les loups étaient sur un fond de neige. Donc en fait, l'IA s'est dit, bon, bah, quand il y a de la neige, c'est un loup. Donc du coup, c'est un loup. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à quelles données on entre dans les systèmes d'intelligence artificielle. Et en fait, les modèles, c'est qu'une représentation mathématique de la réalité. Donc c'est pas la vérité pure. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette citation ici d'un philosophe qui dit donc l'induction est la gloire de la science et le scandale de la philosophie. Parce que comme la philosophie cherche la vérité absolue, est-ce que l'apprentissage par l'expérience ou par l'exemple, est-ce qu'on peut dire que c'est une vraie connaissance ou est-ce que c'est seulement de la spéculation? Alors, juste pour finir, je vais essayer de vous expliquer un peu comment l'apprentissage profond fonctionne. Donc, l'apprentissage profond, c'est une sous-partie de l'apprentissage automatique et c'est ça qui a vraiment révolutionné l'IA et qui a fait les progrès fulgurants qu'on trouve en IA aujourd'hui. Et en fait, donc, Raphaël l'a dit, ça marche avec ce qu'on appelle un réseau de neurones. Donc, par exemple, on utilise cette méthode pour faire, par exemple, de la reconnaissance de caractères. Donc, si vous écrivez à la main et que vous voulez que l'intelligence artificielle reconnaisse ce que vous avez écrit, un ordinateur, il ne peut pas lire ça. Un ordinateur, il lit que les chiffres. Donc, n'importe quelle image, simple ou compliquée, il va la transformer en une matrice de pixels. Les pixels, c'est les couleurs. Et chaque couleur va être associée à une combinaison de chiffres. Et donc, c'est comme ça que la machine peut lire l'image. Elle est rentrée ensuite dans le réseau de neurones. Le réseau de neurones, les neurones, c'est des formules mathématiques qui ont différents liens entre eux en fonction des architectures qu'on choisit. Et en sortie, il va donner une probabilité. Il va dire, bah, il y a 90% de chances que ce soit le chiffre 1, il y a 5% de chances que ce soit le chiffre 2, il y a 2% de chances que ce soit le chiffre 3. Donc ce qui va sortir, c'est un 1, mais en fait, c'est que la probabilité la plus haute de tout le travail mathématique qui a été fait avant. L'IA générative, c'est ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, et quand en général on parle d'IA, les gens pensent à ChatGPT, pensent à l'IA générative, ce qu'on appelle aussi les modèles de fondation ou l'IA à usage général. L'idée, c'est que ces systèmes-là, ils sont entraînés sur une très très grande variété de données différentes, et après, le modèle, c'est applicable pour une très très grande variété de tâches. Mais en fait, comment ça fonctionne? Bah, ça fonctionne toujours avec de la probabilité et de la prédiction. Donc, par exemple, quand on veut faire de la génération de texte comme ChatGPT, ça part de ce qu'on appelle un grand modèle de langue. Donc, c'est aussi un réseau de neurones qui a été entraîné sur tous les mots du dictionnaire. On lui a donné des millions de textes et lui, il a créé une cartographie des relations entre les différents mots en fonction de leur nature, de leur fonction dans la phrase et du contexte. Donc, en fait, un grand modèle de langue, c'est une base de connaissances et par-dessus, on a mis une boucle de discussion, donc comme un chat. Et en fait, ce chat, il fonctionne comme une table de recherche. Donc, l'IA générative, on écrit un prompt qui est un texte, et puis il va chercher la réponse la plus probable à la question, et il va générer les mots un par un pour produire sa réponse. Donc, à chaque étape, le mot prédit le mot suivant, et en fonction des contextes du mot précédent, et cette prédiction, elle est ensuite remise en entrée du modèle qui va prédire les mots qui suivent. La génération d'images, donc ça veut dire on donne un prompt, un texte, et ça crée une image. Et donc pareil, le modèle, il est entraîné sur des millions d'images. En fait, pendant l'entraînement, on part d'une image claire et on va ajouter par couches successives du bruit pour qu'à la fin, ça fasse une image qui ressemble aux vieux écrans de télévision avec la neige. Et en fait, le but du modèle, ça va être d'inverser le processus. Donc, ça veut dire de repartir de l'image qui est complètement bruitée et couche par couche, de revenir soit à l'image originelle, soit à une image qui ressemble à l'image originelle. Donc ça, c'est fait pendant l'entraînement. Et donc après, quand on va donner au modèle un texte, je veux
Donald Trump qui se fait arrêter par des policiers, il va partir de cette image bruitée et avec tout, il va partir de l'image bruitée et avec, il va essayer couche par couche d'enlever le bruit pour arriver à une image qui va ressembler aux images sur lesquelles il a été entraîné. Voilà, donc c'est pas de la magie, c'est vraiment statistique, mathématique. C'est ça que je voulais qu'on essaie de comprendre avant de passer au contenu. Voilà. Merci. Merci Sarah. Déjà, bel exploit que de faire cette présentation sans avoir prononcé un seul mot d'anglais. C'est vrai, ouais, je me suis entraînée. Donc, ce qui à l'Alliance française est très apprécié. Merci beaucoup. C'est un exploit parce que large language models, c'est un domaine qui est vraiment très anglophone. Donc, bravo à toi. Et puis, j'avais loupé un slide au début pour te présenter. Donc, ça, c'est Sarah Vallée façon ChatGPT. Et dans le prompt, donc, j'ai mis le profil. Voilà, de Sarah, mais c'est comme ça que... C'est assez fidèle. C'est assez fidèle, ouais, je pense. Ouais. Donc, ils disent pas que des conneries, quoi, ChatGPT. Alors, aussi, moi, il y a une phrase qui m'a intéressé, c'est, tu nous as dit que à partir du moment où un problème était résolu, ça n'était plus de l'intelligence. Ça m'intéresse, ça, parce que on a l'impression que c'est quand même la course en avant. Donc, un problème est résolu et ce n'est plus de l'intelligence. Donc, quel est le prochain problème qu'on va essayer de résoudre, etc. Et moi, quelque part, ça me fait penser à la recherche spatiale, à l'acquisition de la bombe atomique, dans des domaines différents. Mais vraiment, c'est en gros, cette quête à tout va qui est stratégique. Et donc, j'ai entendu dire que voilà, les prix Nobel donc, spécialisés dans l'IA commencent. On voit américains, britannico-canadiens. Donc, on voit les pays anglo-saxons qui commencent à glaner tous ces prix. Et par ailleurs, j'ai entendu dire que la réglementation de l'IA était une question hautement stratégique, et notamment en termes géopolitiques, au sens où les pays qui vont réguler trop et trop tôt vont quelque part se mettre en désavantage potentiellement économique par rapport aux autres pays plus libéraux en matière d'IA. Donc ma question, c'était où se situe la France et l'Europe sur cette question, et notamment dans le cadre de la vision de la France 2030. En Europe, on a été les premiers à réguler pour l'IA. Mais en fait, on entend beaucoup ces discours de si on régule trop, du coup, ça va brider l'innovation. La réglementation IA, quand elle a été faite, elle n'a pas été faite seule, elle a été aussi faite avec toute une stratégie de promotion de l'innovation. En fait, le problème quand on régule, un problème, c'est que pour les petits acteurs, les startups ou du coup, il faut se mettre en conformité avec la loi et ça demande des ressources humaines, ça demande de l'argent. Et du coup, il y a souvent cette peur parce que les géants de l'IA, ils auront toujours l'argent pour se mettre en conformité sur les marchés. Donc, eux, ils ont pas de problème. Mais donc, du coup, c'est mis il y a des mécanismes mis en place pour soutenir l'innovation, notamment des acteurs européens. On en a plusieurs, notamment dans le domaine des large language models. On a un chat GPT français qui s'appelle Mistral AI. Il y a d'autres acteurs aussi dans d'autres pays européens. La position de la France, on organise là en février à Paris ce qui s'appelle l'AI Action Summit, qui est un sommet global pour l'IA, qui va s'intéresser alors, à encadrer l'IA pour être sûr qu'elle soit faite de manière sûre, qu'on évite tous les risques sociétaux qui peuvent accompagner ces outils, mais en même temps aussi parler du positif de l'IA pour l'intérêt public, de ce que ça peut apporter à la société et aux personnes. Donc, il y a vraiment en fait, ces deux pans à regarder et en fait, je ne pense pas qu'ils s'opposent, je pense qu'ils avancent ensemble. D'accord. Vraiment. En tout cas, la France, c'est bien que la France met le paquet sur l'IA, notamment sous l'impulsion du gouvernement. Ensuite, voilà, je vous présente Paul Aigret, façon GPT, et qui va nous présenter donc plus l'approche philosophique, je dirais. Alors, je ne sais pas, Paul, tu veux que je clique? On dirait mon père, en fait. Ah oui, tu vois. Et en tout cas, les lunettes sont là. Donc,
Bien, bonsoir. Tout d'abord, un grand plaisir d'être parmi vous. Un grand merci à Olivier de cette invitation et à Sarah de nous avoir aussi mis en lien les uns avec les autres. Donc j'ai pris le sujet tout à fait à la lettre, puisque l'intitulé était l'intelligence artificielle et le sens de la vie. Donc deux sujets assez lourds, assez chargés chacun. Et je me suis dit, là, c'était la solution de facilité. On va demander à l'IA générative, donc à ChatGPT en l'occurrence, quel est le sens de la vie. Alors j'ai commencé à le demander en anglais. Vous voyez qu'il me donne un certain nombre de réponses tout de suite. Point de vue philosophique, perspective scientifique, perspective personnelle. Et l'un des thèmes qui m'a intéressé dans les perspectives personnelles, c'est cette idée que parmi les dimensions de ce qu'on peut appeler le sens qu'on donne à la vie, il y a la créativité. Donc ça, c'est tout à fait le lien qu'on peut faire avec l'IA générative, notamment. J'ai reposé la question en français, puisque vous voyez que si vous allez, excusez-moi, en arrière, ça rejoint tout à fait ce que disait Sarah. Si vous cliquez sur ce petit bouton, vous pouvez régénérer en fait la réponse. Si la réponse ne vous plaît pas, et vous convaincre qu'en fait cette réponse est une des réponses possibles que donne le moteur de génération de texte. Et dans ce cas-là, eh bien, on m'a répondu la grande question existentielle. Vous voyez que Sartre et Camus arrivent très vite. Et ce qui m'a à nouveau interpellé, c'est cette idée que le sens de la vie pourrait être de chercher, d'aimer, de découvrir, de donner un sens à son propre chemin. Donc la découverte, la créativité me paraissaient deux mots-clés qui résonnaient tout à fait avec mes propres perspectives philosophiques sur cette question. Alors j'ai aussi demandé de faire un dessin, une image qui représenterait le sens de la vie. Et vous voyez qu'il m'a lui-même me dit, ou elle-même, cette intelligence artificielle, voilà une image qui donne des éléments symboliques et surréels. Mais on m'invite aussi à faire des ajustements si j'ai d'autres idées en tête. Et vous voyez que ce n'est pas forcément une image que vous décririez vous-même comme très originale. On peut s'attendre à ce genre de représentation un peu stéréotypée. Alors, quel lien peut-il exister maintenant entre ces deux questions, la question du sens de la vie, la question du statut de l'IA aujourd'hui? Une manière dont je vois le problème, c'est la suivante, c'est de penser que la vie consiste en partie à se représenter des formes nouvelles, donc à apprendre. Nous passons, en fait, chaque jour qui passe nous apprend des choses nouvelles. Et de surcroît, la vie consiste, me semble-t-il, à produire des formes nouvelles, non seulement à apprendre, mais à créer. Et peut-être même que ces deux perspectives sont imbriquées l'une avec l'autre dans ce que nous réalisons quotidiennement. Nous n'apprenons pas passivement, mais nous apprenons de manière active. Et à contrario, un système qui n'apprend pas, c'est un système qu'on pourrait décrire comme un système sans autonomie, un système comme inerte. Bien sûr qu'il peut retransmettre de l'énergie, mais il va le faire d'une façon qui sera telle qu'on le décrirait comme un système hétéronome. C'est également un terme que j'utiliserai, qui nous vient de la philosophie, notamment la philosophie kantienne, mais comme un système qui ne serait pas capable de création, c'est également comme inerte, et donc non autonome, hétéronome. Sa loi lui serait donnée de l'extérieur. Et il y a de ce point de vue, et ça a été très bien expliqué par Sarah, il y a deux perspectives en fait sur l'IA. Il y a cette IA symbolique, je vous parlais de celle de mon enfance par exemple, c'est celle dans laquelle j'ai grandi. Et on se demandait justement comment est-ce qu'un jour on arrivera à faire ce qu'on fait aujourd'hui, ce que fait l'IA depuis 2012 en gros. Et l'IA classique qu'on appelle GoFAI, donc cette IA Good Old Fashioned, pardon pour l'anglais, est capable de produire de façon fiable et efficace une sortie. Par exemple, si vous pensez à multiplier deux nombres, comme deux grands nombres ici, elle le fait à partir de règles explicites et de façon purement déterministe, mais elle n'apprend pas. Donc votre calculette de poche sur votre portable, c'est exactement ce genre d'intelligence artificielle. C'est une intelligence artificielle symbolique, fiable, qui nous a rendu beaucoup de services, qui nous a impressionnés il y a déjà 40 ans, mais elle se distingue de l'IA contemporaine qui, elle, est capable d'apprendre. Et là-dessus, il y a deux types d'IA qui ont été très bien distingués aussi dans l'exposé de Sarah. Il y a l'IA dite générative, d'accord, l'IA discriminative, celle qui reconnaît des formes, qui classe, par exemple, chien-loup, et l'IA qui est capable de créer des contenus nouveaux. Chacune d'elles n'a pas été exactement, explicitement instruite pour cela, au sens où on ne lui a pas dit pour tout input, si c'est exactement ça ton input, ça doit être ton output, ça doit être ta sortie, dans une telle ou telle entrée. Donc il y a là effectivement une sorte de rupture qui nous interpelle, nous philosophes, évidemment qui interpelle le grand public. Et la question qui se pose, c'est de savoir si cette rupture est une illusion
ou bien si c'est un phénomène profond et réel. Dans les termes d'une autre époque, si vous avez une vision dualiste, par exemple, du rapport entre la vie, le vivant d'un côté et le mécanisme de l'autre, le mécanicisme, on dirait que l'intelligence artificielle classique est donc une intelligence purement mécanique et que l'intelligence artificielle contemporaine, générative notamment, est comme vivante. Si vous pensez par exemple à un philosophe dualiste du fin 19e, début 20e siècle en France, qui a reçu le prix Nobel de littérature d'ailleurs, il oppose ces deux termes. Par exemple, quand il parle du rire, il nous dit de mécanique plaquée sur du vivant. C'est qu'à l'époque, il ne voit pas donc, le vivant comme étant une mécanique très fine, ce que, au fond, un siècle maintenant de science nous a appris à voir comme tel. Et donc, il y a un paradoxe, en fait, si on oppose ces deux types d'IA, c'est que l'IA contemporaine, et ça aussi, Sarah l'a très bien dit, elle utilise les mêmes principes de calcul que l'IA classique. Seulement, elle a des ressources beaucoup plus puissantes de calcul, elle a des données beaucoup plus massives, elle a aussi des algorithmes qui sont plus complexes, et elle fait intervenir une dimension d'aléatoire, de statistique qui est beaucoup plus forte. Donc, il est possible que nous ayons l'illusion d'une discontinuité entre ces deux formes d'intelligence artificielle, alors même que, ces deux IA ne différaient qu'en degrés et non pas en nature. Et là-dessus, Raphaël Miller, ici présent, a notamment écrit un article très intéressant sur les deepfakes, qui reviendra peut-être dans la conversation, mais que je mentionne au passage. Alors, cette question, en fait, du statut de la créativité, je vais maintenant me concentrer sur l'IA générative. Elle remonte, vous voyez que Turing est vous ne le voyez pas bien là, derrière l'image, mais il a écrit cet article fondateur, en fait, en 1950, quelques années avant de mourir, dans la revue Mind, qui est une revue de philosophie très prestigieuse, sur la machinerie de calcul et l'intelligence. Et il demande si, vous voyez, les machines peuvent-elles penser? Et sa réponse est oui. Et il examine un certain nombre d'objections. Et l'une d'entre elles, c'est une objection qu'il attribue à Ada Lovelace, qui était la fille de Lord Byron, une pionnière de l'informatique, qui formulait cette objection que les machines ne peuvent rien produire de véritablement nouveau. Et à l'époque, donc de façon très visionnaire, Turing propose deux objections. Il dit qu'il peut être certain, en fait, que il ou elle produit donc quelque chose, un travail original, et que ce travail original n'est pas simplement l'effet d'une petite graine qui a été plantée dans son esprit, par l'effet de principes généraux. De la même manière, il dit une machine, après tout, peut-être ne nous surprend jamais, et en réalité, il dit lui-même qu'il était si fort en calcul, ça a été aussi rappelé par Sarah dans le cas de la machine Enigma, il dit les machines me surprennent de façon très, très fréquente. Et évidemment, c'est le cas pour nous aujourd'hui. Ça pouvait sembler déjà paradoxal à l'époque, puisque les ressources de calcul étaient beaucoup moins fortes. Par exemple, Turing est un des premiers à faire un algorithme de résolution d'échecs automatique. Ça a été perdu ensuite, mais vous voyez qu'il avait déjà pensé à beaucoup de choses. Alors, sur cette question, que créons-nous vraiment? Une manière de le voir, c'est donc de penser à la façon dont notre esprit humain fonctionne et dont l'IA générative fonctionne. Bon, il y a des va-et-vient, en fait, entre ces deux domaines. Une façon donc d'approcher l'IA générative, de penser qu'elle identifie, elle explore un espace de possibilités, elle identifie les associations probables entre différents inputs pour ensuite produire, extraire des combinaisons nouvelles. Des combinaisons qui nous surprennent, mais peut-être étant donné nos limites de calcul. Et notre cerveau, sans doute, fonctionne de la même façon. Nous savons, si nous nous limitons à la description d'intelligence humaine, que nous-mêmes, nous sommes très facilement, par exemple, influencés par les conversations de la veille. Parfois, nous oublions que nous avons été influencés par des conversations d'il y a un mois, d'il y a peut-être 6 mois. Donc, il y a cette question de est-ce que la créativité humaine a obéi à une singularité ou pas? Ça n'est pas sûr du tout. Et je voudrais terminer en mentionnant deux cas pour la réflexion. Et changer un tout petit peu le problème. Demander si l'IA générative, parce que c'est une question qui est beaucoup discutée aujourd'hui, menace la créativité humaine, ou même la capacité des humains à apprendre. Rappelez-vous que ce sont les deux dimensions que j'ai associées à la notion de sens de la vie, l'apprentissage, la création. Je vais présenter deux cas concrets. L'un, c'est un cas de création artistique basé sur un témoignage. Ce sera un cas de création graphique, pas une fantaisie de philosophe, quelque chose qui m'est arrivé en conversation. Et un cas qui concerne l'apprentissage et la découverte mathématique. Alors, sur le premier cas,
ces dernières années, l'IA générative, notamment, a été présentée, c'est un terme qui a fait fortune aussi, disons, dans la philosophie de l'IA et dans la sociologie de l'IA, comme un perroquet stochastique. Donc, stochastique faisant référence à cette dimension d'aléatoire, de capacité à engendrer des réponses nouvelles, mais qui singe, pour ainsi dire, qui ferait en sorte que l'IA produirait des choses qui ont du sens pour nous, mais sans que l'IA, au fond, elle-même ne sache quel sens attribuer à ces suites de mots. C'est ce qui apparaît dans cet article d'Emily Bender, qui est une linguiste computationnelle, sur les dangers des perroquets stochastiques, les différents aspects qui sont mentionnés dans cet article, j'y reviendrai plus tard. En contrepoint de ce point de vue qui est très, j'allais dire, alarmiste en fait sur l'IA, je voulais mentionner un cas qui m'a été soumis cet été. En fait, donc ma sœur Virginie Aigret est joaillière depuis de nombreuses années. C'est même une personne renommée du domaine, hein. Elle a travaillé pour de grandes maisons, notamment la maison Dior, pendant de longues années. Et lors d'un échange qu'elle a eu avec, alors c'est Stéphane Taillé, excusez-moi, il lui mentionnait en fait qu'il avait demandé à l'IA, donc il avait demandé à DALL-E, donc un programme de génération d'images d'OpenAI, justement, de produire, vous voyez par exemple, fais-moi un bracelet en or gris sur le thème de l'enfer de Dante, ou dessine-moi un bijou d'oreille dans le style Art Nouveau avec de l'émail sur or jaune, pas de pendant, léger. Et voici ce qu'a produit donc DALL-E. Vous voyez qu'il produit un bijou sur l'oreille, qui recouvre toute l'oreille. C'est plutôt léger, ça répond assez bien au prompt, c'est-à-dire qu'on a bien en fait de l'émail, on a bien de l'or jaune, je dirais que c'est léger, donc c'est fidèle. Et c'est la réaction de ma sœur ici, c'est la réaction d'une spécialiste, quelqu'un qui fait, c'est même quelqu'un dont les dessins en fait ont été au fond diffusés sous forme de quantité en fait de publicité pour toutes ces grandes maisons. On nourrit en fait cette IA, mais d'une façon qui la surprend elle-même. Et je dirais que dans ce dialogue entre deux joailliers professionnels, c'est Nicolas Taillé, par ailleurs le fils de Stéphane Taillé, qui a fait les prompts, la proposition est donc perçue comme fidèle, originale, mais exploitable. Elle ouvre une potentialité inédite. Vous voyez que par exemple le bijou recouvre toute l'oreille ici, pas seulement le lobe. Donc ça c'est quelque chose qui intéressait ma sœur. Et il laisse encore au joaillier ou à la joaillère la possibilité de sélectionner, d'élaborer et de trouver des solutions techniques. Parce que vous voyez que là, ça ne dit absolument pas, ça ne dit rien de la manière dont on va réaliser une cire, dont on va réaliser le bijou en détail. Un deuxième exemple que je voudrais donner, vous en avez entendu parler certainement, c'est récent, ça date de juillet 2024, c'est lors des dernières Olympiades de mathématiques. Donc Google DeepMind, qui a aussi valu un prix Nobel cette année au fondateur de Google DeepMind, Demis Hassabis. AlphaProof a obtenu une médaille d'argent. Donc c'est vraiment une prouesse, c'est-à-dire que ce programme, en fait, s'est hissé parmi les meilleurs mathématiciens juniors, on va dire, de la planète. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un système hybride, neurosymbolique, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui repose sur l'IA classique, dont on parlait avant. Donc, vous savez, il existe des algorithmes de preuve automatique. Et ça, ces algorithmes fonctionnent sur des principes très différents de l'IA générative, de l'IA qui engendre de la conversation, du texte conversationnel. D'ici quelques années, ils sont donc assurés qu'AlphaProof, comme autrefois AlphaGo, dont on parlera Raphaël dans un instant, saura faire encore mieux. Et vous voyez, ce que fait AlphaProof, c'est que ça engendre des candidats à des solutions, et après, ça va essayer de prouver, au contraire, de réfuter les preuves. Donc, c'est vraiment ce système intéressant qui intrigue l'IA symbolique et l'IA générative. Toute la question, et c'est discuté par des mathématiciens renommés qui ont reçu des prix là aussi, est-ce que cette intelligence artificielle est une menace pour la création mathématique? Et ma réponse, qui est différente de la leur, mais qui rejoint des aspects qui sont discutés dans cette littérature, c'est que déjà l'IA générative, dans ce domaine, peut être un moyen de démocratiser les mathématiques. Pourquoi? Parce qu'elle offre des outils de visualisation qui n'existaient pas, par exemple, à mon époque. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que ça peut être une manière d'abaisser en fait le seuil, le coût d'entrée de cette discipline que sont les mathématiques. Je pense qu'elle ne se substituera pas à la capacité que nous avons, nous humains, à poser des questions. Il y a plein de manières de justifier ce point. Et troisièmement, ça c'est une thèse très philosophique,
j'espère que vous m'autoriserez à finir là-dessus, c'est que l'espace des propriétés mathématiques, mais aussi métaphysiques, est en réalité un espace infini. Et cet infini n'est pas prêt d'être épuisé, par définition de ce qu'est l'infini. L'IA nous aide à en explorer une partie finie plus vite, peut-être de façon plus efficace, mais il restera toujours une partie infinie de cet infini à explorer. Et donc, en conclusion, je dirais que l'IA générative ne bridera pas plus notre intelligence humaine que l'invention de l'écriture, en son temps, n'a bridé notre intelligence humaine. Le mythe de l'invention de l'écriture, si vous avez en tête une discussion, enfin, un exposé qu'en fait Platon dans un dialogue classique, expose déjà en fait ces deux points de vue sur l'écriture. Est-ce que l'écriture est un danger pour la mémoire ou une opportunité pour la mémoire? Vous voyez que ces débats, l'écriture était déjà une technologie nouvelle, au fond, il y a quelques milliers d'années, et les questions se posaient déjà en fait de savoir ce que ça allait changer en fait pour l'intelligence humaine. Il me semble que l'IA nous offre ce même répertoire de potentialités nouvelles, peut nous aider à mieux apprendre, aussi à créer différemment. Et en ce sens, je dirais que la direction optimiste que je suggère pour l'IA générative et l'intelligence humaine, c'est celle d'une co-création donc, entre IH, intelligence humaine, et intelligence artificielle. C'est un message très optimiste et donc il appelle à vos questions et un débat contradictoire. Je vous remercie. Bon, il y a de l'espoir, donc. On n'en est pas à la guerre des intelligences. Ça me plaît. Il y a une des phrases qui m'a plu, c'est l'IA ne se substituera pas à la capacité à poser de bonnes questions. Ça, j'aime bien en tant que MC du Philo Bistro. Et j'aime bien aussi parce que, vraiment, je ne sais pas vous, mais moi, c'était le meilleur cours de philosophie que j'ai eu depuis que j'étais en terminale dans un lycée quelque part près de Nancy. Et parce que, Paul, ce que je trouvais que tu as bien fait, c'est vraiment déjà découvrir la problématique qui sous-tend le sujet de ce soir. Alors, la problématique qui est importante, parce que sinon, on est hors sujet, on a zéro hein, quand on passe le bac de philo en France. Et problématique aussi parce que moi, j'ai moi-même essayé ChatGPT avec cette question de quelle est la problématique de ce sujet d'un point de vue philosophique. Et ChatGPT n'est pas très bon dans ça. Donc ça revient à ce point-là. Je suis d'accord. Quand on a préparé cette soirée, on a un peu parlé de mathématiques aussi. On a parlé de mathématiques, on a parlé du certificat d'études qui avait un problème d'arithmétique qui est désormais bien traité par la version gratuite de ChatGPT, mais qui ne l'était pas dans un premier temps. Alors ma question, c'est, avant qu'on passe à Raphaël, c'était est-ce que l'IA est si nulle en maths et donc assez humaine au final et, et qu'est-ce que cela dit du rapport de l'IA au monde? Parce que les maths, comme on le sait, c'est partout. Tout est formule. Donc, qu'est-ce que ça nous dit du rapport de l'IA au monde que de voir voilà, toutes ces erreurs mathématiques que les modèles font? Merci pour cette question. Donc, il y a encore très peu de temps, c'est vrai que les modèles de langue comme ChatGPT étaient présentés comme des modèles purement conversationnels. Donc, l'idée était, étant donné une suite de mots, pour produire le mot suivant avec une probabilité qui donne à la phrase, au fond, une allure plausible. Et donc, il y a une différenciation très forte dans ces modèles qu'on testait encore il y a un an, je dirais, entre la cohérence du discours et la vérité du discours. Et ça fait que ces modèles pouvaient avoir tendance à halluciner en fait, des réponses, aussi bien en maths que dans d'autres sujets. Par exemple, je me souviens qu'il y avait une question qui avait été posée par un de mes collègues qui avait demandé si quand le général de Gaulle avait rencontré le maréchal Pétain après 1945, alors le programme faisait des suites, ne cherchait pas au fond à, à- à tester la véracité des réponses. Et la même chose se produit en fait du point de vue des réponses qui appellent des calculs numériques. Il y a encore quelques mois, en fait, le modèle pouvait produire des suites plausibles, trouver sans doute des sources avoisinantes, mais sans se soucier de la véracité. Maintenant, si on pense à l'exemple d'AlphaProof, par exemple, c'est là un cas où, au contraire, l'IA symbolique, comme l'a très bien dit Sarah, c'est une IA qui exploite la notion de calcul déductif.
Et ce calcul déductif, lui, il est fondé au contraire sur des principes de préservation de la vérité. C'est-à-dire cette idée qu'il y a des axiomes. Ces axiomes sont des principes auxquels on donne le statut de vrai, et on veut que les règles d'inférence symboliques qui sont derrière ça préservent la vérité. Et ça, c'est justement quelque chose qui permet maintenant, en fait, à ces outils conversationnels de devenir beaucoup plus intelligents et de nous donner des réponses qui sont non seulement cohérentes, mais en plus susceptibles d'être vraies. Alors, merci, Paul. Donc, cohérence versus vérité. Ce qui est cohérent n'est pas forcément vrai. À méditer. Raphaël, à toi. Et puis voilà ta version ChatGPT. Take it away. On est tous bruns. Oui, je rêvais d'être. Alors, il y a quand même un biais. Hein. On voit un biais, le biais. Voilà. Alors moi aussi, j'ai pris l'intitulé de cet événement à la lettre. C'est une juxtaposition intelligente, c'est l'essence de la vie qui peut sembler un peu incongrue. C'est organise assez loin de mes sujets de recherche actuels sur l'IA, parce que comme Paul, je travaille sur des sujets qui sont assez techniques, assez formels. Mais je trouve que mes premières années en philosophie, ce qui m'avait attiré dans la philosophie quand j'étais jeune étudiant, c'était justement ce type de questions un peu existentielles. Et d'ailleurs, j'ai publié il y a bien longtemps maintenant un article en français sur le sens de la vie, donc c'était l'occasion de me replonger dans ces questions-là qui sont un peu loin de ce que je fais actuellement. Donc, j'aurais commencé par le sens de la vie, puis venir à l'IA. Finalement, le sens de la vie, c'est un peu un gros mot, c'est une expression un peu grandiloquente. Qu'est-ce que ça veut dire? En philosophie contemporaine, il y a une distinction qui est souvent faite, notamment par les philosophes anglo-saxons, entre sens de la vie et sens dans la vie. L'idée étant que le sens de la vie, c'est justement cette notion un peu grandiose du sens de l'existence, de l'existence humaine, du sens de l'univers. Mais généralement, quand les philosophes s'interrogent sur le sens de la vie, surtout en philosophie contemporaine, ils s'intéressent au sens dans la vie, c'est-à-dire au sens que l'on peut donner chacun à notre vie personnelle. Comment donner du sens à ma vie, à votre vie? Qu'est-ce qui donne du sens à une vie, à chacun? Ce n'est pas forcément la même chose. Donc ça, c'est une première distinction qu'on peut faire. Il y a une deuxième distinction qui est faite souvent entre une perspective subjectiviste vis-à-vis du sens de la vie et une perspective objective. La perspective subjectiviste, c'est l'idée que ce qui donne un sens à notre vie, c'est tout simplement nos attitudes personnelles, nos désirs, nos préférences, ce à quoi on trouve un certain valeur. Et la perspective objectiviste, c'est l'idée selon laquelle il y aurait objectivement certaines choses qui donnent du sens à notre vie. Ce n'est pas juste une affaire de perspective subjective, d'attitude subjective. Alors la perspective subjective, elle semble assez intuitive, après tout, libre à chacun de donner du sens à sa vie comme il l'entend, et c'est ce qui fait ce que l'on désire, ce à quoi on trouve un intérêt qui pourrait donner du sens à notre vie. Mais elle a été assez critiquée en philosophie contemporaine, parce qu'on peut un peu la pousser dans ses retranchements, la pousser à l'absurde. Imaginons par exemple quelqu'un qui trouverait un intérêt particulier à collectionner précisément 317 cheveux. On trouverait ça un peu absurde, un peu insensé, c'était pas vraiment sens. Est-ce que c'est de la vie de cette personne aurait un sens? Ça paraît un peu bizarre. On peut penser aussi à la conclusion du livre de Camus, le livre de Sisyphe, qui nous dit il faut imaginer un Sisyphe heureux. Alors, Sisyphe, pour rappel, c'est ce personnage de la mythologie grecque qui avait été condamné par Zeus à pousser sur le mont Tartare le même rocher éternellement, encore et encore, pour avoir affronté les dieux. Et on peut imaginer un Sisyphe qui trouve un intérêt particulier à pousser son rocher, mais ça ne paraîtrait pas moins absurde et dépourvu de sens. Donc, cette idée subjectiviste, cette pratique subjectiviste, elle est un peu limitée, et beaucoup de philosophes qui proposent qu'au-delà des attitudes particulières subjectives, des désirs, des préférences que chacun a, il y a aussi des choses qui objectivement donnent du sens à nos vies. Alors, généralement, c'est le slogan qu'on trouve en philosophie pour résumer un peu cette perspective, c'est ce qui donne du sens à nos vies, c'est le bon, le vrai et le beau. C'est une manière un peu sommaire de dire que ce qui donne du sens à nos vies, ce sont d'une part les relations bénéfiques, l'amour, la collégialité, la moralité. Ce sont également la poursuite de la réflexion intellectuelle, l'éducation, la sagesse, la découverte, dont Paul a parlé. Et enfin, la poursuite de la créativité, notamment dans le domaine artistique, mais également dans d'autres domaines, que ce soit dans la cuisine, dans le jardinage, dans le jeu, j'y reviendrai, etc. Alors, ayant un peu donné l'état des lieux des réflexions philosophiques sur le sens de la vie, j'en viens à cette angoisse croissante, je crois, pour le mal de gens, vis-à-vis de l'idée que l'avènement d'une intelligence artificielle qui dépasserait
l'humain, qui serait surhumaine dans certains domaines, serait en sorte un funeste présage d'une perte de sens pour le vie. Alors, qu'en est-il? Je vais revenir ici à cet épisode qui date déjà pas mal, hein, de AlphaGo de 2016, auquel Paul a fait allusion, qui est un système d'intelligence artificielle développé par Google DeepMind pour jouer le jeu de Go. Le jeu de Go, c'est un jeu qui, on peut apparenter un peu au jeu d'échecs, c'est un jeu d'origine asiatique, mais le nombre de possibilités, de combinaisons possibles du jeu dans un jeu de Go est bien supérieur à ce nombre de combinaisons possibles dans le jeu d'échecs. Donc c'est un problème de créer une machine qui peut jouer au Go qui est extrêmement complexe hein, d'un point de vue computationnel. Et c'est pour ça que ça fait bien longtemps qu'on a des machines qui peuvent battre les humains aux échecs, mais c'est seulement en 2016 que DeepMind a développé ce système qui est donc un système hybride, comme on a dit, neurosynthétique, qui utilise l'apprentissage profond pour jouer au Go. Et donc, il y a eu un match historique entre AlphaGo, donc ce système d'intelligence artificielle, et Lee Sedol, qui était le numéro 2 mondial, hein, le coréen, au Go, à l'issue duquel AlphaGo a battu Lee Sedol. Et dans cet épisode, c'était plusieurs matchs. Il y avait eu un moment crucial qui est un coup d'AlphaGo, le coup numéro 37 dans un des matchs entre AlphaGo et Lee Sedol, un coup qui était complètement surprenant. Un coup qu'aucun joueur de Go compétent n'aurait fait, qui paraissait invraisemblable, même peut-être un peu idiot, et qui, en fin de compte, s'est avéré un coup décisif qui a valu la victoire à AlphaGo. Moment crucial parce que c'est un moment où ce système d'intelligence artificielle s'est comporté d'une façon qui paraît inhumaine, hein, un coup qu'aucun humain n'aurait fait, et qui finalement s'est avéré surhumaine, hein, qui battait l'humain. Et voici ce qu'en a dit Lee Sedol après cette défaite. Je pensais qu'AlphaGo était basé sur des calculs de probabilité et que ce n'était qu'une machine. Mais quand j'ai lu ce coup, j'ai changé d'avis. Je n'ai aucun doute qu'AlphaGo fait preuve de créativité. C'est intéressant de la part de quelqu'un qui était au sommet de ce jeu de Go. Alors, il se trouve que Lee Sedol, après cette défaite, a décidé de prendre sa retraite. Le numéro 2 mondial, il a décidé, pour ainsi dire, que le jeu n'en valait plus de la chandelle. C'est assez triste d'ailleurs, c'est tragique. Et il a dit la chose suivante: perdre face à l'IA, dans un sens, signifiait que mon monde s'effondrait. Les gens avaient l'habitude d'admirer la créativité, l'originalité et l'innovation, mais depuis l'arrivée de l'IA, tout cela a largement disparu. Je ne pouvais plus apprécier le jeu, alors j'ai pris ma retraite. Et je pense que c'est un exemple assez poignant hein, de cette angoisse existentielle qu'on peut ressentir face à l'avènement de cette IA surhumaine qui est mieux que l'humanité, qui est mieux que l'humain dans différents domaines et dans de plus en plus de domaines. Et cette perspective hein, qu'on a un peu à l'horizon d'une IA qui serait surhumaine dans tous les domaines. Et ça me rappelle aussi le paradoxe de Moravec, ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec, qui est ce paradoxe que les domaines d'activité humaine, on a toujours considéré comme ce qui faisait un peu la quintessence de l'humanité, qu'il s'agisse du jeu d'échecs, de Go, des activités intellectuelles, de l'écriture ou même des arts, ce sont finalement les domaines qui s'avèrent être les plus faciles à automatiser avec une machine. Alors que les domaines qu'on pensait comme faciles, entre guillemets, dans les années 50, on pensait qu'on arriverait rapidement à automatiser ce genre de choses, qui sont les domaines plutôt manuels, par exemple la locomotion, hein, faire un robot qui peut marcher, ou même repasser une chemise, faire le ménage, des choses qui s'avèrent en réalité être beaucoup plus difficiles à automatiser que ces domaines intellectuels. C'est un peu un paradoxe. Je pense que c'est aussi un peu à l'origine de cette angoisse existentielle. Les domaines qui faisaient l'essence de l'humanité, qui nous paraissaient comme étant intellectuels, profonds, finalement sont les domaines qui sont les plus faciles à automatiser. Alors, j'ai parlé du domaine de l'art, on va faire un petit jeu. Je vais vous demander lequel, d'après vous, de ces tableaux a été généré par l'IA. Alors, vous pouvez le mettre. Qui pense que c'est le tableau numéro 1? Deux personnes. Qui pense que c'est le tableau numéro 2? Qui pense que c'est le tableau numéro 3? Donc c'est à peu près partagé. Je vous ai un peu piégé, ces trois tableaux. Donc c'est pour donner une idée un peu de ce qui est possible de générer aujourd'hui. Nous avons un collègue qui est un philosophe français qui est aux États-Unis, Thomas Marchi, qui a récemment publié une étude. Il a présenté à un panel de participants des poèmes, des vrais poèmes écrits par des grands poètes humains,
et des poèmes écrits par l'IA dans le style de ces poètes. Et il a observé que non seulement ces individus, qui n'étaient pas des experts en poésie, je vous rassure, n'étaient pas capables de déterminer quel poème était écrit par les humains, mais que dans l'ensemble, ils préféraient les poèmes écrits par l'IA. Et on pensait que ces poèmes générés par l'IA étaient en fait générés par des humains. Oui. Parce qu'il y a... Ouais. Donc, une façon, je pense, de resituer un peu cette angoisse existentielle, c'est de penser à cet avènement de l'IA surhumaine comme une forme de nouvelle révolution copernicienne. Pour rappel, la révolution copernicienne, c'était cette idée révolutionnaire de Copernic au XVIe siècle, que les astres célestes ne tournent pas autour de la Terre, le modèle ptolémaïque géocentrique qui était le modèle dominant à l'époque, mais qu'au contraire, la Terre tourne autour du Soleil. Et c'est une révolution qui est non seulement une révolution scientifique, mais comme on dit beaucoup de philosophes, aussi une révolution culturelle, parce que ça remettait en cause la place de l'humanité dans notre univers. Le monde ne tournait plus autour de l'homme. Certains philosophes, comme le grand philosophe américain Daniel Dennett, qui nous a malheureusement quittés récemment, ont aussi comparé l'idée de Darwin de la théorie d'évolution à une nouvelle forme de révolution copernicienne. L'idée de la théorie de l'évolution, c'est que l'homme est un animal comme les autres, qui a évolué comme les autres espèces d'animaux. Et donc, c'est une nouvelle forme de révolution copernicienne parce que ça remet en cause la place centrale de l'homme dans le monde animal, au-delà de notre place dans l'univers. Donc, encore une fois, ça va encore un peu plus loin pour nous s'écarter de ce modèle anthropocentrique centré sur l'homme, qui était le modèle dominant. Ça remet en cause notre place centrale dans le monde. Et on peut penser à l'avènement d'une IA surhumaine comme une troisième révolution copernicienne. Où, même si nous savions que nous étions des animaux qui ont évolué comme les autres animaux, on a tendance à penser quand même que l'homme a une certaine supériorité, notamment intellectuelle, vis-à-vis du chimpanzé. Mais ce que nous montre l'IA, c'est que notre place dans l'espace des intelligences possibles n'est pas forcément une place si centrale, et qu'il y a des intelligences possibles, artificielles ou non naturelles, qui peuvent être plus grandes, plus impressionnantes que l'intelligence humaine. Et d'ailleurs, Dennett fait un peu cette comparaison dans ce livre, qui s'appelle L'idée dangereuse de Darwin, où il suggère que l'idée dangereuse de Darwin, l'idée subversive de Darwin, c'est cette idée que la biologie, c'est une affaire d'algorithme, parce que la théorie de l'évolution, finalement, dit que la complexité biologique émerge à partir de la sélection naturelle. Et qui est une forme d'algorithme qu'on peut décrire un peu comme un programme. Et donc, finalement, ça nous dit qu'il n'y a pas une si grande différence entre l'intelligence réelle ou biologique ou naturelle et l'intelligence artificielle. Finalement, tout ça se rejoint, c'est une affaire d'algorithme, de computation. Et donc, ça semble un peu déshumaniser d'une certaine manière ou démystifier ce qui semblait pendant très longtemps, pendant bien des siècles, comme étant l'unique propriété de l'homme. Alors, j'ai aussi, je vais terminer quand même sur une perspective un peu plus optimiste, parce que j'ai présenté cette angoisse existentielle, mais je pense, comme ça l'a été dit avant, que l'IA est une technologie un peu à double tranchant, comme on dit, une technologie à double usage, comme bien d'autres technologies avant, comme Internet, comme la technologie nucléaire, etc., qui peut avoir des usages bons ou mauvais, positifs ou négatifs, et qui aura sans aucun doute des effets à la fois délétères et formidables sur l'humanité. Et notamment, hein, pour présenter une perspective un peu plus optimiste, je ne pense pas que l'avènement d'IA qui peuvent créer des images, qui peuvent composer des poèmes, créer des symphonies, créer des romans, va forcément enlever le sens que nous trouvons, nous humains, à produire ce type de choses, à poursuivre ce type d'activité intellectuelle, artistique, créative, ou des relations bénéfiques. Pourquoi? Parce que, après tout, ce qui nous intéresse là-dedans, ce n'est pas seulement le résultat, c'est le processus de création. Il semblerait absurde de dire que si ce qui nous intéresse, c'est d'écrire de la poésie, et qu'on vous propose de générer le poème dans juste un bouton, que si ça produisait le même résultat, ça ne ferait aucune différence pour vous. Ce qui nous intéresse pour un écrivain, c'est d'écrire. Et de la même façon, pourquoi est-ce que le fait que l'IA peut battre les humains au Go remettre en question la valeur du Go? Il faut se tourner vers les échecs. Hein. Le jeu d'échecs, non seulement n'a pas disparu depuis la victoire de l'IA sur le champion du monde, Kasparov, qui a bien une décennie déjà,
Mais en plus, par surcroît, l'échec prospère aujourd'hui. Je trouve beaucoup d'intérêt. Encore une fois, il serait absurde de penser qu'un athlète, un sprinter, se dirait bah, je vais prendre ma retraite parce qu'on a des voitures qui peuvent aller bien plus vite que les véhicules. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de se dépasser soi-même, c'est de poursuivre une activité qui est une forme de dépassement de soi, aussi de compétition et de création dans les domaines artistiques. Donc le processus fait la valeur de cette activité. Et je pense que pour les gens qui sont créatifs, en fait, l'IA va aussi augurer la nouvelle âge d'or de la créativité. Je vais prendre juste un exemple qui est dans le domaine du cinéma, où je pense qu'on va assister à un nouvel âge d'or du cinéma surréaliste grâce à l'IA. Aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément d'avoir des millions de dollars et une grosse équipe, mais quelqu'un qui a des idées, qui a une vision artistique, va réaliser dans le confort de son appartement avec des outils qui sont l'IA, en utilisant l'IA comme un outil et non comme un substitut la créativité, des choses qui autrefois étaient impossibles. Donc, ça permet de démultiplier, de libérer la créativité des gens qui sont créatifs. Alors, je donne cet exemple, c'est le titre est ici tronqué, mais c'est un court-métrage qui a été primé dans un nouveau festival de films qui s'appelle le Festival de films d'IA, AI Film Festival, qui a lieu chaque année maintenant à New York depuis quelques années. Et je veux juste vous montrer un extrait qui donne un peu l'idée des plans qui auraient été impossibles à réaliser autrefois, notamment par un individu tout seul. C'est un réalisateur qui a fait ça tout seul, pas de caméra. The story is simple. Another tune within a set of radio stations. Thoughts that blur. Moments that don't occupy mine. Je vous invite à aller consulter vous pouvez trouver l'ensemble du court-métrage en ligne, gratuitement, si vous allez sur le site AI Film Festival, AIFF, vous trouvez ça facilement. Voilà, donc si vous doutiez qu'on peut être touché par quelque chose qui a été produit à l'aide de l'IA comme un outil, mais pas un humain, hein, c'est pas l'ordinateur qui est l'artiste ici, c'est l'humain. C'est un exemple de ce qu'on peut faire. Et je vais finir parce que j'ai parlé d'une des sources de sens dans nos vies, c'est aussi les relations humaines. C'est l'amour, c'est la collégialité, c'est l'amitié, etc. Et ça, c'est un autre domaine dans lequel l'IA peut être à double tranchant. Je ne sais pas si vous avez vu le film Her de Spike Jonze de 2013, qui est un peu prémonitoire, qui est l'histoire de ce protagoniste qui installe un nouveau système sur son ordinateur, qui est une IA, avec laquelle il va finalement finir par tomber amoureux. Et aujourd'hui, il y a des produits créés par des startups qui sont présentés comme compagnons artificiels. Et il y a déjà des gens, c'est une réalité, plus de la science-fiction, qui tombent amoureux de ces systèmes-là. Et c'est assez compliqué de savoir quoi penser de ce genre de développement. Après tout, je pense qu'on a beaucoup une réaction qui est un peu une réaction de peut-être même de dégoût ou de surprise, de pitié. Hein, de dire c'est triste, hein, ces gens qui tombent amoureux de ces systèmes artificiels. Et sans aucun doute, il y a beaucoup de ces entreprises, ces startups qui sont assez mal intentionnées, en tout cas qui exploitent la solitude humaine. C'est une vraie préoccupation à laquelle il faut penser, c'est pour ça que la régulation est importante. Mais après tout, peut-être aussi hein, pour des personnes qui sont vraiment seules, peut-être des personnes qui sont en maison de retraite ou qui sont vraiment seules et qui n'ont aucune autre alternative, peut-être que quand l'IA sera suffisamment développée, ça pourra être aussi une source de compagnonnage ou de contact, non pas humain, mais en tout cas intellectuel, émotionnel, etc. Donc, encore une fois, je pense que même dans le domaine de la relation, c'est une technologie qui a un double usage qui n'est pas juste mauvaise, qui n'ôte pas forcément le sens de notre vie, mais qui pourrait aussi lui redonner du sens. Et je m'arrête ici. Et tous les dessins produits dans cette présentation, un qui vous a pas avoué, peut-être produit à l'aide Merci beaucoup, Raphaël. On va peut-être allumer. J'ai beaucoup aimé la vidéo qui est très Twin Peaksesque. J'aime beaucoup David Lynch. David Lynch, j'adore David Lynch, donc ça m'a rappelé cet univers-là. Je vais juste faire un commentaire sur le coup numéro 37 d'AlphaGo contre ce champion du monde. Est-ce que je fais la connexion entre ce coup que l'IA a fait et qu'aucun autre humain aurait fait et le darwinisme? Quelque part, est-ce que c'était un cas que ce joueur champion du monde
finalement s'empêchait de faire ce coup par préservation de soi, en ayant ce déterminisme darwiniste en lui, en disant mais non, si je fais ça, je vais perdre, c'est sûr. Alors que la machine, elle a un peu moins cette conscience darwinienne, et donc elle se permet de plus de choses. Donc elle peut prendre plus de risques que l'humain ne peut le faire, étant donné voilà, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Je dirais que AlphaGo, c'est une machine qui est capable d'explorer des possibilités qui sont pas forcément des possibilités auxquelles pensent les humains, parce que dans la tradition d'un jeu comme l'échec ou le Go, se cristallisent certaines tournures, certains coups, certaines séquences de coups un peu, qui deviennent un peu des formules auxquelles on ne déroge pas, par peur effectivement de faire un coup sous-optimal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs de Go, alors pas Lee Sedol qui a décidé donc de prendre sa retraite, mais il y a d'autres joueurs de Go aujourd'hui qui finalement laissent venir l'IA, et qui non seulement laissent venir, mais en fait s'entraînent en jouant contre l'IA et en essayant de comprendre les nouvelles stratégies un peu aliens, un peu surhumaines ou inhumaines de ces systèmes pour jouer mieux, pour jouer comme une IA. Donc aujourd'hui, l'humain essaye de devenir comme une IA. C'est du reverse re-engineering, en fait, comme dans les mathématiques ou les finances de marché. Ah, c'est très, très intéressant. Non, merci vraiment à tous les trois. C'était intéressant de voir vos différents points de vue, qui, je pense, se complètent et amènent d'autres questions. Mais il y a une question, à mon avis, qui ressort de toutes vos présentations. Bon, je pense, donc je suis, bon, on va passer ça, mais c'est plutôt la question qui pense que l'IA, en fait, va tuer l'humanité en nous, ou qui pense que l'IA va tirer vers le haut notre humanité. Donc, je voulais faire d'abord, avant que vous répondiez à cette question, un sondage rapidement. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Non, ça n'a pas marché. Il y avait un... Cliquez Accept and Continue. Ouais, c'était... J'avais un code, un QR code pour... Ah, bah, peut-être. Il n'est pas connecté. C'est bon, c'est bon. Ça va. Alors, le QR code, par contre, je sais. Bon, le QR code passe pas. Mais écoutez, on va faire ça à main levée. Donc, qui pense, réponse A, que l'IA va tuer l'humanité en nous? Alors, où ça? Philippe, merci. Donc, trois personnes, OK. Et qui pensent que donc l'IA va tirer vers le haut notre humanité? D'accord. Donc, tout le monde n'a pas levé la main. Et qui ne sait pas? Voilà, les deux. Bon, et qu'est-ce que vous en pensez? Rapidement. C'est 2 minutes chacun. Commencez peut-être par toi, Paul. Oui, alors, c'est vrai que j'ai fini sur une note optimiste. En parlant d'IA générative, j'ai laissé de côté tous les dangers, par exemple, que l'IA discriminatif, par exemple, pose. Il y a toutes sortes de questions qui sont discutées, vous savez, qui concernent les biais, la reconnaissance des visages, toutes sortes d'usages qui sont de l'IA qui peuvent être très contestables, en fait, qui pourraient non seulement réduire notre humanité, mais au fond réduire des dimensions entières de notre humanité, donc notre vie privée. C'est déjà le cas, c'est-à-dire que je fais partie de ces gens, je ne devrais pas le dire, mais qui ont confié, sans le savoir, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, à de grands acteurs de l'IA, en fait, des données personnelles, simplement parce que leurs outils sont efficaces. Certainement, ces acteurs sont déjà en train de faire des prédictions sur peut-être mes propres décisions d'ici à 6 mois, à 1 an, peut-être à 10 ans. On pourra bientôt comme ça faire des projections sur une vie entière, parce qu'on aura les données d'une vie, en fait, d'une génération qui sera la nôtre d'ailleurs. C'est un peu Minority Report. Oui, ou le film qui s'appelle Gattaca, en fait, Ah ouais, qui, à mon avis, est un très bon film aussi, dans le genre. Et de ce point de vue, donc, je pense que je veux pas minimiser les risques qui existent, en fait, sur la façon dont peut-être une oligarchie pourrait s'emparer, en fait, de l'IA pour accroître simplement son pouvoir sur une majorité d'humains. Donc là, je pense qu'il y a un risque, mais qui est moins, à mon avis, celui de voir l'IA... j'allais dire supplanter, en fait, l'intelligence artificielle supplanter les robots, par exemple, l'intelligence humaine, que le fait pour des humains assez habiles d'essayer de chercher à dominer d'autres humains. Donc, les humains augmentés Voilà. de l'IA qui, vraiment, donc 2 classes d'humains, en fait. Les humains qui prendraient le contrôle des autres et qui n'ont pas cette facilité avec. C'est ça. Donc, en ce sens, je pense que je reste moi-même ambivalent. D'accord.
Comme je l'ai dit, il y a des domaines dans lesquels je pense que l'IA peut nous aider, libérer notre créativité, libérer notre intelligence, notre capacité à apprendre. Je pense aux mathématiques, la visualisation, parce qu'on sait que c'est une matière très élitiste, par exemple, mais qu'au contraire, justement, je pense qu'il y aura des façons, en fait, pour l'humain d'essayer de se hisser et de co-créer, comme je dis. D'accord, merci. Merci Paul. Raphaël, Sarah? Moi, je suis assez optimiste, donc je pense pas que ça va tuer l'humanité qui y a en nous. Comme Paul l'a dit, en fait, enfin, il y a des soucis qu'on a identifiés dans les systèmes d'IA, la façon dont ils sont entraînés, les données sur lesquelles ils sont entraînés, qui peuvent effectivement avoir des biais dans les décisions. Et ça, bah, c'est justement important qu'on ait des cadres de régulation ou de gouvernance, mais à échelle mondiale, mais aussi au sein d'une entreprise, pour penser à toutes ces choses-là. Moi, je pense que c'est des choses dont on est conscient, mais qu'il faut qu'on travaille. Même d'ajouter de la diversité dans les équipes. Les modèles d'IA, les ingénieurs informaticiens, c'est souvent des hommes en fait. Et donc du coup, quand l'outil après il est déployé et que nous on va l'appliquer dans une entreprise ou autre, en fait il faut que les équipes qui l'appliquent soient diversifiées pour penser à toutes les conséquences possibles que ça pourrait avoir. On peut avoir euh, des comités d'éthique pour réfléchir à ces questions. Donc en fait, je pense que si on se saisit tous du sujet et toutes, on peut amener ça dans le bon sens et pas perdre d'humanité. Et justement, pas tout ce sujet de démocratisation, de comprendre ce qu'est l'IA, d'éducation, mais dès le plus jeune âge, à ce qui est possible, pas possible, c'est ça qui va nous permettre d'évoluer dans le bon sens avec ces nouveaux outils. Et c'est pour ça que ton rôle est si important et aussi ton background donc de Sciences Po peut amener donc cette question de public policy qui est très important dans ce domaine. On comprend. Donc, merci Sarah. Raphaël? Oui, comme je disais, c'est une technologie qui a double usage. Donc, y a-t-il des usages de l'IA qui pourraient être déshumanisants? Oui, bien sûr. Je pense notamment à la surveillance, au remplacement des travailleurs humains par l'IA, ou à différentes autres pratiques comme le système de décision automatique opaque. Il n'y a aucun recours, aucune explication. Ça peut être déshumanisant, bien sûr. Y a-t-il des usages de l'IA qui peuvent être porteurs, enthousiasmants, galvanisants? Bien sûr aussi, comme ceux dont j'ai parlé, notamment dans le domaine créatif. Donc un peu des deux. Et je pense que c'est d'ailleurs la même chose pour toute nouvelle technologie. On peut penser à Internet. Internet tue-t-il notre humanité ou l'élève-t-il un peu des deux. Il y a des usages d'Internet qui sont déshumanisants, des usages qui sont porteurs. Donc je pense que quand toute nouvelle technologie arrive, on a un peu une tendance un peu facile peut-être à avoir une attitude réactionnaire en disant ça va tout changer et pour le pire. Le fait est que, je dirais, c'est d'ailleurs la même chose même pour les réseaux sociaux qui sont beaucoup vilifiés et pour de bonnes raisons dans bien des cas. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi une technologie qui peut connecter les gens. Donc je pense que toutes ces technologies ont des usages qui sont bénéfiques, des usages qui sont néfastes. Et le rôle notamment de la régulation, de la gouvernance, c'est de limiter les dégâts et d'éviter que certaines entreprises et certains individus concentrent tous les pouvoirs pour en faire des usages néfastes. Merci beaucoup. C'est à vous maintenant. Là, vous avez 3 experts vraiment de renommée internationale. Si vous voulez poser des questions qui vous font peur ou des opportunités que vous voyez, c'est le moment. Donc, qui veut poser une question? Une question sur, on parle de l'IA, qui est une technologie à double tranchant. Une chose dont j'aimerais avoir une perspective, c'est sur l'impact de l'IA sur l'environnement. Donc, on sait que ces modèles de langage, j'essaie de ne pas parler en anglais, mais c'est difficile, demandent beaucoup d'énergie pour générer ça. Et maintenant que le Zen is out of the box, que tout le monde a l'IA sur son téléphone, on est là, on utilise l'IA comme le plastique. Quand on a besoin d'un truc très vite, on va les faire petit prompt et on n'a pas forcément conscience de l'implication environnementale de cette technologie. Parce que les data captures sont là, très loin, on les voit pas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour déjà rendre nous, les humains, plus en conscience du fait que oui, c'est facile, c'est pratique, ça peut nous aider, mais il y a une implication environnementale importante. Donc ça, c'est la première question.
Et la deuxième, c'est de se dire, bah, qui c'est qui contrôle tous ces data centers et le cloud? C'est quelques entreprises technologiques qui ont déjà un énorme contrôle au niveau mondial, un énorme contrôle sur le gouvernement. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'augmenter encore plus ce niveau d'influence et de contrôle de ces quelques entreprises technologiques qui ont déjà énormément de pouvoir et de contrôle? Merci. Donc l'escalade de l'impact climatique et comment, comment le diminuer? Qui veut courir? Moi, je peux commencer. C'est vrai qu'en fait, tout ce qui est digital ou IA, on s'imagine toujours que c'est immatériel et comme vous l'avez pointé, en fait, c'est pas immatériel. Il y a du hardware derrière, il y a des data centers qui consomment énormément d'eau, qui consomment énormément d'énergie. Et donc ça, c'est des... Enfin, avec l'IA qui se développe, en fait, ça va aller de plus en plus et c'est des questions qu'il faut se poser et auxquelles il faut répondre. Je pense qu'il y a une chercheuse australienne qui s'appelle Kate Crawford qui explique ça très bien dans un de ses livres qui s'appelle Contre-Atlas de l'intelligence artificielle. Et elle, justement, ce qu'elle prône, c'est d'être conscient de ces aspects-là, d'essayer de trouver des algorithmes qui sont moins énergivores, donc de ne pas toujours passer par la force brute, mais essayer de trouver des moyens qui font qu'on a besoin de moins de pouvoir de computation pour avancer, se tourner vers les énergies renouvelables pour les utilisations de l'intelligence artificielle qu'on a, et même en fait du point de vue de la recherche, plus de transdisciplinarité entre les personnes qui font des sciences de l'ingénieur et qui développent des outils d'IA et des chercheurs en environnement, en sciences environnementales, pour essayer en fait de trouver des solutions ensemble. Après, de la même manière, les data centers, en fait, ils sont pour la plupart concentrés dans les mains d'une petite poignée d'entreprises, mais en fait, si on regarde aussi une carte mondiale de où sont les data centers et où est le pouvoir de computation, globalement, les pays qu'on appelle du Nord, donc l'Europe, les États-Unis et autres, ont la plupart des centres. Et en fait, il y a vraiment, dans les pays qu'on appelle du Global Sud, il y a vraiment des déserts où il n'y a pas de data center et il y a pas de pouvoir. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont il faut être conscient et qu'il faut adresser. Et justement, une des initiatives qu'il y aura au sommet de l'IA à Paris en février, c'est d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on met en place des infrastructures d'IA qui sont ouvertes pour des projets peut-être plus petits, d'acteurs qui n'ont pas ces capacités de calcul, pour qu'elles évitent de se tourner vers les géants qui ont les capacités de calcul, et pour pouvoir développer des intelligences artificielles entre guillemets publiques pour le bien commun. Donc ça, mais c'est des questions actuellement qu'on essaie de résoudre. C'est dans l'air du temps. Ouais, exactement. Peut-être qu'on va prendre une autre question pour couvrir le maximum de sujets, si ça vous va. Autre question? Oui. C'était une discussion très passionnante sur l'intersection de la technologie et de la philosophie. Et j'ai beaucoup appris, surtout sur la capacité de l'IA dans ce qui est l'intelligence et la créativité. Et ce qui m'intéresse, c'est les domaines que je trouve fait la distinction entre les êtres humains et l'IA, et ce sont les émotions. Et quelles sont vos perspectives sur la capacité d'apprendre l'IA, des émotions humaines, surtout l'empathie quand il s'agit des décisions automatiques, etc. Est-ce qu'il y a des avances? Où en est la technologie par rapport aux émissions qui sont très personnelles, qui ne sont pas forcément des algorithmes Et très humaines, les émotions. Je peux dire un mot. Je ne pense pas que les systèmes d'IA actuels sont capables d'émotion. Il y a certains chercheurs un peu en marge qui pourraient penser ça peut-être, mais je pense que le consensus de façon générale, c'est que les systèmes qu'on a aujourd'hui ne sont pas conscients, n'ont pas d'émotion, n'ont pas de sentiments. Par contre, je veux mentionner une étude qui est assez troublante, qui consistait à prendre un panel de médecins et ChatGPT et à demander à ce panel et à ChatGPT de répondre à des questions de patients et ensuite de demander aux patients quelles étaient les réponses qui étaient les plus empathiques. Et il se trouve que les réponses de ChatGPT étaient jugées comme plus empathiques parce que c'est un système qui a une patience infinie,
qui explique tout de façon pédagogique, qui ne s'énerve pas, qui n'est pas fatigué, qui passe son temps, qui peut vous répondre éternellement. Voilà. Et les médecins, ils travaillent trop, ils sont surchargés. Donc, intéressant. Il y a un comportement qui peut sembler empathique, même s'il n'y a pas d'émotion derrière. Donc, par exemple, il y a des gens qui s'interrogent aujourd'hui, est-ce que l'un des futurs de la psychothérapie, ça pourrait être aussi pour donner accès au plus grand nombre? Parce qu'aujourd'hui, pour se payer une thérapie, il faut avoir de l'argent. Hein. Ça pourrait être peut-être aussi d'utiliser de l'IA. Et c'est une question compliquée, mais je pense que la réponse n'est pas forcément un non catégorique. Autre question? Oui, monsieur? Est-ce que vous ne pensez pas qu'un des plus grands dangers à relativement court terme, c'est le social, c'est l'emploi, puisque l'IA est capable de remplacer déjà aujourd'hui pas mal de gens. Il y avait une manifestation aujourd'hui devant le ministère de la Culture des gens qui travaillent sur le doublage. C'est plusieurs milliers de personnes. Et aujourd'hui, le doublage déjà d'une bonne partie de films de télévision sur YouTube, c'est fait par l'intelligence artificielle. On dit que les avocats ont déjà prévu de réduire dans les grands cabinets parce que l'intelligence artificielle permet de balayer les cas beaucoup plus rapidement. Donc, je pense qu'il y a pas mal de métiers qui, à court terme, donc dans la société, des emplois qui vont tomber et des risques réels. C'est vrai. Ouais, mais c'est des vraies préoccupations. En fait, avec toutes les technologies, il y a toujours cette peur de perte d'emploi et qui se trouve réelle. C'est des phénomènes sociologiques malheureusement qui sont étudiés. On perd de l'emploi, mais en fait on retrouve de l'emploi de l'emploi ailleurs. Mais non, c'est des vraies problématiques qui sont difficiles à adresser. Mais en fait, l'IA générative, parce que là, dans ce cas-là, c'est ça, c'est pas forcément qu'elle va remplacer un métier, c'est qu'elle va aussi remplacer les tâches d'un métier. Dans des études qui ont été faites dans le monde du travail, on a vu, par exemple, je sais pas, c'est que ça va pas forcément remplacer, ça va permettre à des personnes qui ont moi, je ne suis pas très forte en dessin ou graphic design. Bon, si j'utilise une IA, le rendu de mon travail va être bien meilleur. Donc, ça permet de soulever des personnes qui n'ont pas forcément des capacités, qui ne sont pas vraiment une technicité très haute. Mais du coup, de cette manière-là, une personne qui a une technicité très haute, est-ce qu'elle va complètement partir? Ça va remplacer en fait des tâches petit à petit. Et donc, oui, effectivement, peut-être que des équipes vont... il n'y aura peut-être plus besoin d'avoir 5 graphic designers mais seulement un pour gérer les IA qui travaillent. Mais ça va être progressif. La question, c'est surtout les générations aussi. Tout à fait. Les générations et aussi la capacité, pour en venir à l'humain augmenté, de comprendre ces technologies, de se les approprier et de pouvoir se réinventer avec ce bagage IA qui est nouveau. Et forcément, quelqu'un qui a 18 ans, quelqu'un qui a 78 ans, peut-être qu'il y aura un peu une petite différence. Donc, forcément, il y a un skew. Je ne sais pas comment on dit skew en français. Mais... Une autre question, peut-être? Une dernière question? Oui. Si les acteurs étaient affreux parce que le AI prend les métiers, aussi les écrivains, etc. Ouais. Et on a vu la grève aux États-Unis, effectivement. Oui, oui, exactement. Ouais. Non, bien sûr. Non, ça va impacter tous les secteurs. Vous avez mentionné les avocats, mais les consultants, c'est pareil. Toutes les choses qui sont reproduisibles. Peut-être au fond, Philippe? C'est surtout, vous avez dit, notamment, c'est très bien pour la créativité, parce que les gens qui sont créatifs continueront à vouloir être créatifs. Le problème de l'IA, c'est que, d'une part, ça a été un pillage absolument invraisemblable de l'ensemble du droit d'auteur mondial. Et il n'y a pas une image de l'IA qui n'est pas liée du vol, qui n'est pas liée directement au vol de la création de quelqu'un. Les photos, les dessins, les images qu'on a eues, c'est purement et simplement du vol parce qu'il n'y a pas eu de droit d'auteur qui ont été versés à un quelconque créateur qui ont été produits.
La seconde chose, c'est que pour qu'un créateur libre, un écrivain, un musicien, etc., il lui faut des revenus, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui achètent ce qu'il fait et ce qu'il crée, parce que sinon, il crée tout seul dans son coin. Ça va être super pour lui intellectuellement, mais malheureusement, ça ne va pas le faire. Il va sans doute falloir qu'il aille, je sais pas, faire autre chose de sa vie pour vivre, pour survivre. Et effectivement, si on voit que pour la majorité, pour la masse, un poème qui est écrit par l'IA lui permet, enfin, est aussi bien qu'un poème écrit par quelqu'un de vivant de chair et d'os, ça veut dire que le pauvre poète, au départ, il ne va plus jamais vendre un seul de ses poèmes. Poésie, c'est un mauvais exemple. Ça se vend pas dans tous les cas. Mais un acteur, un scénariste, un musicien, etc., ça va être des métiers qui vont aussi. Voilà. Donc il y a quand même ce truc de. On est super content quand on voit des tableaux, mais ça a été un pliage en règle de l'intégralité de la création humaine. Et quand vous parlez des graphistes, c'est exactement pareil. C'est les graphistes qui ont bossé, qui ont fait des livres, qui ont fait des montages, des maquettes, etc., et qui se sont fait totalement voler par l'IA, qui va combiner leur travail pour en faire autre chose, et eux ne vont toucher aucun réponse. Mais peut-être une idée, c'est que, non, je suis d'accord avec toi là-dessus, Philippe, et peut-être que ce million de dollars qui a été récolté pour le tableau de Turing, peut-être qu'il faudrait le redisperser. Voilà, On peut rêver, c'est très bien. On peut rêver. Mais c'est à peu près les études de Google avec les autres. Et les journalistes, voilà, on voit très bien que les journalistes se sont fait quasiment plus de revenus, et que les journaux sont en train de disparaître, que les journalistes sont en train de disparaître, parce qu'on les a remplacés par de l'Internet. Ouais, je serais moins peut-être négatif. C'est-à-dire, je pense que là, il y a déjà eu plusieurs révolutions industrielles avant la révolution de l'IA contemporaine. Donc, il y a déjà aussi eu des phénomènes de destruction en fait, très forte d'emplois. Enfin, on voit bien des emplois qui existaient il y a 100 ans, qui ont complètement disparu. Je pense que la robotisation et disons, l'intelligence artificielle peut aussi éliminer des métiers qui sont extrêmement répétitifs et fastidieux, ce qu'on peut-être on voit moins. Alors effectivement, le paradoxe, c'est qu'on voit aujourd'hui des métiers, on voit des métiers qui semblaient protégés il y a quelques années, et on voit même dans nos professions, les gens se demandent s'ils vont aller encore devant des étudiants enseigner, ou si ce sont des avatars qui vont le faire. Voilà, ces questions se posent. Moi, là où je continue de penser qu'il va y avoir un phénomène de substitution, c'est que l'arrivée en fait de ces nouveaux produits en fait appelle de nouveaux métiers aussi, appelle de nouvelles compétences. Et il va effectivement y avoir pour une génération des moments difficiles, mais pour une génération émergente, eh bien ces nouveaux métiers, de même que ces nouveaux métiers sont apparus dans les années 60, qui n'existaient pas dans les années 1920, par exemple. Et donc là-dessus, j'ai moins peut-être de réserve ou de crainte. Pas ce qu'en pensent mes collègues. Moi, j'allais juste dire un mot sur n'importe quel prompt que vous faites, vous allez avoir un résultat qui ne va pas être très surprenant, en fait. Si vous cherchez une information, vous allez avoir la réponse standard qu'on vous donnerait, qui n'est pas originale, parce qu'en fait, c'est une généralisation de tout ce qui a été donné. Donc, je pense qu'il faut garder... Enfin, moi, mon travail, c'est beaucoup de faire de la synthèse, ou je n'utilise pas beaucoup de chat GPT, parce qu'en fait, je sais ce qu'il va me donner, ça va pas être très... Ça va être bien, je vais avoir un premier niveau d'information, mais en fait, ça va pas faire mieux que ce que moi, je ferais si j'écrivais moi-même. Donc c'est ce que je dis, ça aide si pour des choses dont on n'a pas beaucoup de technicité, on a besoin d'un rendu vite. Mais si on est spécialiste de son métier et de son... ça peut aider, mais ça fera jamais aussi bien, enfin pour l'instant, pas aussi bien, parce qu'en fait c'est vraiment un agrégat de tout ce qu'il y a, tout ce qui existe et ce qu'il y a en ligne. Donc ça... Enfin moi c'est aussi mon avis personnel sur ces outils. Mais... Malheureusement, on arrive à la fin de notre soirée. On pourrait continuer. Là, je sens que voilà, il y a une envie de continuer, mais il faut terminer. Mais je vais poser une question, une dernière question.
Est-ce que le métier de vivre va changer? Parce que moi, je vois vivre comme un métier dans lequel il y en a qui s'en tirent mieux que d'autres, apprennent mieux que d'autres, se relèvent mieux que d'autres. Voilà. Est-ce que le métier de vivre va changer? Et qu'est-ce que vous conseillez aux gens ici présents de faire pour voilà, mieux vivre en 2025 à l'ère de l'IA? Mais en 2 minutes, chrono. Si vivre était un métier, on serait rémunéré. Et justement, hein, l'une des solutions à ce problème du remplacement des emplois et le remplacement des humains proposé, c'est un revenu universel qui serait notamment tiré du bénéfice de croissance qu'on aurait par l'automatisation de ce métier, pour permettre à chacun de se consacrer à des activités qui sont plus épanouissantes. C'est la version utopique du futur de l'IA. Plutôt que de faire un travail manuel laborieux, de répondre à des emails toutes les journées ou d'être sur Excel, de peindre, d'écrire de la poésie, etc., avec un revenu universel. Est-ce que ça va arriver? Pas forcément. Hein. Dans une société capitaliste, ce qui pourrait se produire, c'est plutôt que tout le pouvoir va être concentré dans certaines entreprises qui refusent ensuite de le redistribuer. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de régulation. Mais malheureusement, vivre n'est pas un métier au sens où ce n'est pas rémunéré. Et peut-être qu'il faudrait le rémunérer, peut-être que c'est le rôle de l'État. Oui, puisqu'on nourrit la machine qui se vend à d'autres. Paul? Je dirais que vivre, on vit socialement, on vit pas seulement seul, et qu'il reste aussi une énorme place pour l'intelligence collective, en fait, dans l'intelligence humaine. C'est-à-dire que notre capacité à résoudre des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux, peut-être à justement utiliser l'IA. On parlait de pillage, mais il y a aussi cette idée que, comme le baron de Munchausen, en fait, on pourrait peut-être se tirer par nos propres lacets pour essayer justement j'allais dire, d'aller vers des solutions nouvelles à des problèmes qui sont eux-mêmes des problèmes nouveaux. Il me semble que ça, c'est loin d'être substitué, justement. C'est-à-dire que la collaboration humaine, la coopération humaine peut être aidée considérablement. Et il y a des domaines, j'en parlais avec un collègue récemment à Paris, qui avait été à Londres en même temps que Damis Hassabis, justement. Et il me disait qu'il était très impressionné. Il trouvait que Damis Hassabis avait vraiment mérité son prix Nobel de chimie, même si c'est quelqu'un qui a créé donc AlphaGo et puis maintenant AlphaFold pour la recherche de nouvelles molécules chimiques. Parce que voilà un exemple où ces nouvelles molécules chimiques, du point de vue des chimistes, ce sont vraiment des choses auxquelles on ne penserait pas. Et je pensais à la question de l'énergie, c'est la même chose. C'est cette idée que peut-être que l'IA est coûteuse en énergie aujourd'hui, mais qu'elle pourra nous aider aussi à trouver en fait des solutions plus optimales dans la manière dont nous consommons en fait les ressources fossiles, les ressources en eau. Donc là-dessus, je vois vraiment une place à l'intelligence collective, aussi bien humaine que hybride. Merci. Moi, je vais piquer ma réponse à Paul qui disait que le sens de la vie, c'est d'apprendre. Pour mieux vivre, on peut continuer à apprendre. Je pense que c'est important d'être dans des forums un peu comme celui que tu offres, Olivier, de s'intéresser à des sujets auxquels on ne traite pas forcément parce que pris tous les jours dans les différents métiers qu'on a, on est spécialiste de certains sujets et en fait, apprendre autre chose et nourrir son intelligence, c'est mieux vivre en 2025. Super conclusion, Voilà. tu as fait mon boulot. Eh ben, merci beaucoup, Sarah. Alors, merci beaucoup à tous les trois. En tout cas,